Salut à tous, dans cette vidéo on va parler à nouveau de vocabulaire, parce que vous le savez, le vocabulaire c'est l'un des points essentiels de l'apprentissage d'une langue, c'est avant tout connaître des milliers de mots d'expression et surtout leur sens, et c'est vraiment du sens dont on va parler aujourd'hui. Plus précisément de ces mots qui semblent n'avoir aucun sens, ou alors qui veulent tout et rien dire, et comment vraiment les retenir, parce que ne pas comprendre un mot c'est ne pas réussir à le mémoriser. Au début de votre apprentissage, c'est assez simple et c'est assez direct, parce que vous allez apprendre des mots qui ont un sens très concret. Par exemple, maison, pays, métier, bref, ça va être des mots assez simples d'accès, vous n'avez rien de spécial à faire, vous n'avez pas besoin de vous faire des nœuds dans le cerveau pour savoir ce qu'ils veulent dire. Et par la suite, vous avez peut-être remarqué que ça se complique. Vous allez avoir des mots qui vont avoir par exemple plusieurs sens. Vous avez un mot et vous regardez tous les sens qu'il peut avoir et vous avez l'impression que vous n'allez jamais tous arriver à les retenir. Ou à l'inverse, vous allez chercher la traduction d'un mot français et vous rendre compte qu'il y a non pas un mot, mais 3 ou 4 mots qui veulent dire à peu près la même chose, mais avec une nuance et vous ne savez jamais lequel utiliser. Et pire, même des mots très simples que vous pensiez connaître relativement bien peuvent avoir de nouveaux sens, ils peuvent revêtir de nouvelles significations auxquelles vous n'aviez pas du tout pensé, vous pouvez les trouver dans des contextes totalement différents de ceux dont vous aviez l'habitude, et bref, vous avez l'impression d'avoir appris du vocabulaire mais de ne pas vraiment comprendre le sens des mots que vous avez appris. Et tout cela est renforcé par un vœu pieux qui est bien compréhensible, c'est celui d'une correspondance exacte entre les mots. C'est-à-dire par exemple un mot en français a une correspondance exacte avec un mot en anglais, avec un mot en allemand, avec un mot en espagnol et ainsi de suite. Et je pense que c'est une manière de penser erronée qui est encore plus enfoncée dans les esprits à cause de l'école. Parce qu'à l'école, on va apprendre avec des listes de vocabulaire principalement, c'est-à-dire on vous donne le mot dans une langue et en face sa traduction dans l'autre langue, il faut apprendre ça par cœur. Et une fois qu'on a appris sa liste, une fois qu'on l'a ingurgité, il va falloir la régurgiter sous forme de contrôle de vocabulaire. Et dans le contrôle de vocabulaire, généralement, on va avoir le mot dans la langue, il faut le redonner en français, ou le mot en français et le redonner dans la langue. Ce qui renforce l'idée fausse selon laquelle chaque mot a son équivalent. On trouve toujours chaussure à son pied, et comme s'il y avait un grand ordonnateur des langues qui a créé un équivalent pour chaque mot. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Chaque langue voit les mots de manière différente, et bien sûr, un mot qui existe en français ne se traduira pas forcément directement dans une autre langue, et ça, bien souvent, c'est ce qui pousse à faire des gallicismes, c'est-à-dire, ce mot veut dire ça en français, je prends sa traduction exacte, et je l'utilise dans le sens français. Ça peut marcher parfois, surtout dans des langues proches du français, mais vous avez sans doute remarqué que ça donne souvent comme résultat des catastrophes et des phrases incompréhensibles par les locuteurs natifs. Et ça, malheureusement, cette espèce de carcan mental qui vous empêche d'apprendre correctement votre vocabulaire va avoir plusieurs conséquences très négatives sur votre apprentissage. La première, ça va être que vous allez apprendre des mots dont vous ne comprenez pas totalement le sens. Vous ne comprenez pas le sens de ces mots comme un locuteur natif le comprendrait. Et donc un mot que vous ne comprenez pas totalement, c'est un mot, je peux vous le garantir, que vous ne retiendrez pas et vous allez sans arrêt, une fois que vous en aurez besoin, vous dire « Attends, c'est quoi ce mot déjà ?» Ou alors vous allez tomber dessus, vous allez vous dire « Ah maintenant je connais ce mot, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Le problème numéro 2 que je vois, c'est que vous allez comprendre facilement les mots dans les phrases, parce que vous allez avoir une bonne connaissance des mots, mais vous n'allez pas comprendre les phrases. Et ça, c'est un problème très courant, surtout à un niveau intermédiaire et avancé, c'est je comprends les mots, mais pas les phrases. C'est-à-dire vous avez appris des mots de vocabulaire, là vous tombez dessus et vous vous dites « Non, attends, je connais ce mot, mais dans cette phrase, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire ?» Parce que vous n'avez pas encore rencontré le contexte et vous êtes resté beaucoup trop bloqué sur le mot au détriment du mot dans son environnement, c'est-à-dire la phrase. Et le troisième problème que je vois, c'est que vous aurez du mal à vous exprimer. Parce que vous allez connaître des mots de manière isolée, mais vous n'allez pas savoir les assembler pour en faire des phrases. Ou alors vous allez faire du mot à mot. Ce sera peut-être juste si vous avez de la chance et que vous avez bien travaillé sur le vocabulaire, la grammaire, mais ce ne sera pas forcément la meilleure expression et le mot que vous aurez utilisé pourra peut-être être remplacé par un autre mot qui sera peut-être plus à sa place. Bref, en vous focalisant trop sur les mots isolés et en cherchant toujours à avoir une logique de traduction, vous allez vous condamner à ne pas bien comprendre la langue et à ne pas très bien vous exprimer dans votre langue cible. Et ne parlons même pas de toutes les confusions que ça va vous amener à faire avec le français, surtout si vous apprenez une langue proche,
Par exemple, j'avais sorti récemment un article sur le blog sur 60 faux amis en anglais. Et donc parfois il y avait des mots qui ressemblaient beaucoup au français mais qui n'avaient pas du tout le même sens. Ou alors parfois il y avait des mots en anglais qui avaient parfois le sens du français mais qui avaient plus généralement un sens différent. Donc vouloir chercher à tout prix la traduction, c'est faire vraiment des catastrophes et ne pas comprendre comment fonctionnent les mots. Et à présent, voyons comment mieux vous mettre à la place d'un locuteur natif pour percevoir les mots tels qu'il les perçoit et mieux arriver à les retenir. Je vais vous donner un exemple avec un mot en italien qui est la ricetta. Donc à première vue, c'est un mot assez transparent. Una ricetta, c'est une recette de cuisine. Mais pas seulement. Pour des Italiens, ça veut dire d'autres choses. Par exemple, c'est aussi une ordonnance que va vous prescrire un médecin. Ou alors, ça va être un remède, sens un peu plus rare. Et ce qu'on voit ici, c'est que pour un Italien, il va y avoir des sens supplémentaires, qui sont assez simples à deviner quand on y pense, parce que une ordonnance, je pense que dans les temps anciens, c'était plusieurs herbes à mélanger, donc une recette pour un médicament. Mais ce qu'on voit apparaître ici, c'est que si on fait simplement le raccourci que, en français, recette donne ricetta en italien et inversement, on va se couper des autres sens. Et au lieu de penser simplement dans une logique de traduction, plutôt penser comme un locuteur natif, comme un italophone natif, et penser c'est quoi una ricetta pour un italophone natif, et c'est donc une recette, une ordonnance ou un remède. On va passer à présent au japonais avec un mot que vous connaissez certainement si vous faites du japonais, il y a aussi l'équivalent chinois, ça vient bien sûr du chinois, donc le ki ou chi en chinois, et c'est un mot qui donne énormément de sueur froide aux apprenants, moi compris, parce que non seulement il apparaît comme composant d'énormément de mots en japonais, mais il sert aussi à former des mots, des expressions. Bref, il est très difficile de s'y retrouver. Mais on va voir qu'il y a des points communs. Ki peut servir à désigner l'air ou l'atmosphère, je pense même que c'est le sens premier du caractère. Par exemple, tenki c'est le temps qu'il fait, ki c'est l'air, ou kion qui est la température atmosphérique. Le ki va aussi désigner un esprit, un tempérament, voire un caractère. Comme dans les expressions kiga chiisai, donc le ki est petit, ça va être pour une personne timide. Kiga nagai, le ki est long, pour une personne qui va avoir de la patience. Et inversement, il va y avoir kiga mijikai, qui est le ki est court, donc pour une personne qui est impatiente. Ou alors kiga tsuyoi, pour une personne qui a un ki fort, donc qui a une certaine force de caractère, qui a de la personnalité. Ou alors, il va y avoir des expressions avec des verbes qui vont mettre le ki comme une sorte de centre de l'attention. C'est-à-dire que quelque chose va devenir le ki, ça va devenir quelque chose qui va nous préoccuper. Comme kiga soru, donc avoir l'impression que. Kininaru, c'est quelque chose qui va vous préoccuper, vous occuper l'esprit, voire vous déranger. Ou kigatsuku, c'est quelque chose que vous allez remarquer. Et ce qu'on voit avec tout ça, c'est que avec une très grande diversité de mots, d'expressions formées avec ce ki, une fois qu'on se met à penser plus comme un japonais et à comprendre qu'il s'agit à la base de quelque chose de plutôt atmosphérique, et ensuite de quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'esprit, et à partir de là on peut former des expressions, il devient beaucoup plus facile de manier ce mot et de comprendre et retenir ses déclinaisons. Et vous voyez donc avec ces exemples que si vous essayez, surtout avec des mots très polymorphes qui peuvent apparaître dans plein d'expressions comme ki en japonais, si vous êtes toujours dans une logique de apprendre un mot et essayer de l'appliquer, c'est très compliqué, c'est un labyrinthe, vous allez vraiment vous y perdre. Alors que à l'inverse, si vous arrivez vraiment à saisir le sens général du mot, même s'il peut être très large, vous allez mieux comprendre ce qu'il vient faire là, mieux comprendre pourquoi il apparaît dans une expression et retenir plus facilement les expressions dans lesquelles il apparaît. Alors à présent, comment concrètement mieux apprendre votre vocabulaire et redonner du sens aux mots, expressions que vous apprenez? Le premier conseil relativement évident que je peux vous donner, c'est de laisser tomber vos listes de vocabulaire. Sauf pour des mots très concrets ou alors très spécifiques et techniques, arrêtez d'apprendre avec une optique de traduction. Apprenez plutôt avec le contexte, c'est-à-dire prenez des phrases d'exemple et regardez vraiment comment s'emploient les mots et apprenez au bout d'un moment des phrases qui incluent ce mot. Comme ça, vous allez sortir simplement d'un mot seul que vous allez apprendre et ça vous fera une belle jambe parce que vous ne le reconnaîtrez pas et vous ne saurez pas comment l'employer, mais vous aurez des exemples concrets d'utilisation et à force, vous allez
prendre les automatismes. Vous pouvez bien sûr le faire avec énormément d'immersion. Lisez des livres, regardez des films et séries, lire la presse, parlez beaucoup avec le locuteur natif. De cette manière, vous allez intégrer, acquérir naturellement, comme on dit en linguistique plutôt qu'apprendre, des mots et des expressions un peu dans leur environnement naturel. Un mot, c'est comme un animal, on ne peut pas le sortir de son environnement, il existe d'une certaine manière, il interagit avec d'autres mots, et à force, vous n'allez plus penser en mots isolés et faire du mot à mot qui donnera des phrases incompréhensibles, mais vous allez avoir des automatismes de pensée pour sortir des morceaux de phrases et des phrases entières qui seront naturelles parce que vous les aurez vues quelque part. Et tout ça vous permettra, in fine, d'arriver à mieux employer tous ces petits mots qui n'ont pas de sens. Parce que si vous avez fait de la traduction ou autre, ou alors des études de langue, moi j'ai eu souvent ça. Alors ça, c'est un petit mot qui ne veut rien dire en soi, mais il va apporter une nuance. Et voyons d'ailleurs quelques petits mots qui peuvent apporter des nuances, et voir à quel point penser dans la langue va vraiment vous servir. Prenons par exemple quelques suffixes. Donc un suffixe, ce n'est pas vraiment un mot seul, mais il faut quand même en comprendre le sens pour comprendre votre langue cible. Il y en a en finnois, si vous connaissez, ils vont se rajouter à la fin de verbes comme kin, han ou pa. Ils vont servir à tempérer, à préciser l'état d'esprit du locuteur qui va dire la phrase et expliquer une certaine chose. Ou alors en japonais, il va y avoir des petits suffixes qui sont plutôt des particules à valeur modale, pour parler en jargon, qui vont là aussi, sans forcément changer le sens général de la phrase, ajouter une nuance par rapport à l'état d'esprit du locuteur. Comme yo, ne, na, sa, wa, no. Par exemple, yo c'est emphatique, ne on va chercher un accord, na, ça va être plutôt une pensée, un dialogue intérieur, et ainsi de suite. Ça ne va pas changer structurellement la phrase, mais il faut bien comprendre et le voir surtout en contexte pour vraiment se rendre compte de l'impact, pour bien intégrer tous ces petits mots, ces petits suffixes en l'occurrence, à votre lexique. J'espère en tout cas que tous ces exemples et toutes ces explications vous auront permis de mieux comprendre la différence qui existe entre simplement apprendre des mots seuls à la manière scolaire, ce qui ne donne pas beaucoup de résultats à mon sens, et apprendre vraiment avec les mots en contexte, en immersion, pour vraiment les remettre dans un environnement, pour pouvoir apprendre des expressions idiomatiques, pour pouvoir mieux comprendre. Et vous allez voir qu'avec cette façon de faire, vous allez beaucoup mieux comprendre ce que vous lisez, beaucoup mieux comprendre ce que vous entendez, et vous allez faire tout de suite des phrases qui seront beaucoup plus compréhensibles par vos interlocuteurs. Et c'est d'ailleurs vraiment l'un des secrets pour percer et passer d'un niveau débutant intermédiaire, puis intermédiaire à avancé. Et vous allez voir que si vous appliquez les grands principes vus dans cette vidéo, votre apprentissage ne ressemblera plus vraiment à ce qu'il était avant et vous allez progresser beaucoup plus rapidement. N'hésitez pas à en dire ce que vous en avez pensé, c'était une vidéo assez technique mais sur un point que je juge absolument fondamental, avec une façon de penser qui peut paraître assez exigeante, mais en réalité c'est assez simple. Beaucoup d'immersion, apprendre avec les exemples, beaucoup parler avec les gens pour les imiter, et vous allez voir que ça donne vraiment des fruits. En tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, laisser un pouce, partager pour faire monter cette vidéo. Vous pouvez bien sûr vous inscrire aussi à mon site Le Monde des Langues et recevoir votre mini-formation sur l'apprentissage du vocabulaire, justement, qui va permettre de passer à l'action sur tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Et si vous apprenez le japonais, vous pouvez bien sûr rejoindre mon site en préparation, Gambare, et recevoir un kit de bienvenue très conséquent pour apprendre le japonais. Je vous dis à très bientôt, bon courage dans votre apprentissage du vocabulaire et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre langue cible ou avec vos langues et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!